Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Merci. C'est agréable d'être accueilli comme ça. J'ai pour habitude de commencer mes interventions par un chant qui me relie à tous les chamans de la Terre, puisque nous sommes connectés, même si nous ne le sommes pas physiquement. Et je vous invite à lever les mains vers le ciel en inspirant. Et descends les mains, expire, invite ton âme à incorporer pleinement ton corps. Élève les mains vers le ciel, inspire. Descends les mains, expire, et invite tes guides, quels qu'ils soient, à se manifester en toi et autour de toi. Élève les mains vers le ciel, inspire. Descends les mains, expire et invite les circonstances favorables à ta révélation. Et on va ensemble prendre une grande inspiration pour chanter le son A sur l'expire. Une seconde fois. Et une dernière fois pour l'unité. Je suis toujours un peu intimidé quand je me retrouve dans une salle parce que c'est pour moi toujours un moment intime que de partager notre parcours, que d'échanger un temps un peu suspendu
aujourd'hui dans la chaleur de l'été. Et puis surtout, j'ai à cœur de ne pas faire 2 fois la même conférence. Et donc, depuis 30 ans que je fais des conférences, je fais en sorte à chaque fois d'arriver le plus vierge possible et de chercher l'inspiration entre le moment où je quitte les coulisses et le moment où j'arrive sur la scène. Parce que, en fait, ce moment-là n'a jamais eu lieu. On ne s'est jamais rencontré dans ces circonstances-là. Donc, c'est un moment unique. Et je crois que quand on est conscient que nous vivons à chaque moment un moment unique, c'est un premier pas vers le bonheur. Vivre chaque moment comme si c'était le dernier, ou comme si c'était le premier, c'est la même chose. Dans les 2 cas, il s'agit de se relier au fait que nous sommes vivants. Je suis très heureux d'être là et je voudrais vraiment remercier Julien Perron et toute son équipe parce que je trouve que c'est très audacieux en ce moment de poser simplement cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est tellement simple, tellement naïf, et depuis des années que je connais Julien, je le vois inlassablement poser cette question, se poser cette question, et ce qui me plaît dans ça, c'est qu'à aucun moment je ne l'ai entendu donner de réponse. Et ça me plaît parce que quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent et fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Parce qu'à partir du moment où on sort la vérité du terreau de nos doutes, ça devient un dogme, ça devient une loi universelle, et donc ça perd la vitalité. Et ce qu'on partage ici, c'est un moment de vie, tout simplement. Alors, tu le disais tout à l'heure en introduction, je reviens de Mongolie. Il y a quelques jours de ça, j'étais assez loin géographiquement, à 8000 km, avec mes amis chamans mongols, mais surtout j'étais on pourrait dire sur une autre fréquence de vibration, puisque en Mongolie, quand on vient en Mongolie, des fois on va visiter Paris pour voir la Tour Eiffel, pour voir le Pont Neuf, pour voir Notre-Dame. Quand on va à Rome, on va visiter tel et tel monument. À Venise, on va visiter les canaux. Mais en Mongolie, on n'y va pas pour visiter quoi que ce soit, puisque c'est un immense espace. C'est un peu comme le désert ou le milieu de l'océan, sans rien. Et donc, c'est une invitation à plonger en nous, et la rencontre de ce voyage, elle est autant intérieure que extérieure. Et puis, comme je savais que ma première conférence au retour de Mongolie, ça serait ici, à Arcachon, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à des éleveurs que j'ai rencontrés sur place. Et je leur ai posé cette question tellement simple, c'est quoi le bonheur pour vous? Et puis je me suis aventuré à une question, parce que quand j'invite des chamans mongols, ou quand je vais en Mongolie avec des Français, régulièrement les Français viennent poser la même question aux Mongols. C'est quoi ma mission de vie? Et régulièrement, les chamans viennent me voir à la fin de la journée en disant « ça s'est très bien passé, mais il y a juste une question, on ne la comprend pas. C'est quoi que vous appelez votre mission de vie ?» Et donc, je vais chercher à répondre avec des mots européens pour dire ce après quoi on cherche, que eux ne cherchent plus depuis longtemps. Et quand j'ai posé cette question à ces éleveurs, imaginez qu'on est vraiment dans les plaines, quelques notions pour situer un peu, la notion de propriété privée n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, les chevaux sont en liberté. Et là, vous voyez l'image derrière vous. Les chevaux peuvent être des fois à 40 km, ils ont les yeux tellement aiguisés qu'ils vont reconnaître quand il y a un cheval qui ne fait pas partie de leur troupeau. Pour aller, les chevaux sont en liberté. On rentre dans la yourte sans frapper à la porte. C'est vraiment une façon simplement d'établir un lien beaucoup plus direct. Et quand je leur ai posé la question, je vois ce couple d'éleveurs qui avait mis son dell. Vous savez, le dell, c'est le costume de cérémonie, et les Mongols ont généralement 2 vêtements. Un vêtement pour tous les jours et un vêtement de cérémonie. Quand il y a un chaman ou quand il y a quelque chose, là, ils mettent le beau dell avec les décorations, les broderies, les brocarts, etc. Et quand je leur ai posé la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Ils se sont regardés, ils ont éclaté de rire, et puis ils sont passés à autre chose. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que quand on définit le bonheur, définir le bonheur, c'est comme vouloir définir l'amour
ou c'est comme vouloir définir Dieu, c'est inaccessible. On ne peut voir que son reflet par moment, son reflet dans un sourire, son reflet dans un regard authentique, son reflet dans une joie, dans une innocence, dans une spontanéité, mais toutes les définitions du bonheur, pour moi, m'ennuient un peu parce que ça les fige dans quelque chose de très théorique, alors que le bonheur, il n'est pas fait pour être compris, il est fait pour être partagé. Et s'ils ont éclaté de rire, après j'ai continué avec eux en disant « Qu'est-ce qui vous anime le matin ? Qu'est-ce qui vous anime pour vous lever le matin ? Qu'est-ce qui vous donne du sens à votre vie ?» Et là encore, ils se sont regardés, ils m'ont fait répéter la question 3 fois, ils ont éclaté de rire en se disant « Celui-là, il est spécial ». Parce que la notion... Et puis après, ils m'ont répondu simplement avec une phrase. Hein, l'homme a dit à sa femme « Je prends soin d'elle ». Et la femme a dit à l'homme « Je prends soin de lui ». Ça pourrait se résumer à ça. Et dans la culture mongole, le masculin et le féminin, l'approche est très très différente de chez nous. Il y a quelque chose qui est assez conflictuel. Les femmes mongoles s'occupent de l'intérieur de la yourte, elles s'occupent du lait, elles s'occupent des brebis, elles s'occupent des yags, des juments, etc. Et les hommes s'occupent de sécuriser, ils s'occupent du feu. Et il y a quelque chose de très très équilibré. Et ce qu'il y avait en commun, c'est ce qui nous rend profondément heureux, parce que croyez-moi, non seulement ils sont dans une joie constante, dans une légèreté constante, comme des enfants. Je ne sais pas, qui a des enfants ici? Levez la main pour avoir une idée. Ok. Et qui a été enfant? Ok. Ça pourrait se résumer à ça. Une simple joie enfantine. Et ils ont dans le cœur cette simple joie enfantine qui consiste à prendre du plaisir à se lever le matin, à faire des offrandes aux esprits, à faire des offrandes aux esprits de la rivière, à offrir à manger, à s'occuper des bêtes, à s'occuper du lait, à s'occuper du fromage et à s'occuper des enfants comme les enfants s'occupent des parents. Et simplement cette notion de prendre soin, c'est la seule clé du bonheur, finalement, simplement prendre soin. Et chez eux, c'est assez simple, prendre soin, on va prendre soin des chevaux, sinon ils s'en vont et c'est un drame, on va prendre soin des moutons parce qu'il faut les traire, on va prendre soin des enfants parce qu'ils sont là avec nous, et on va prendre soin de la terre-mère parce qu'il faut qu'on prenne soin pour qu'elle prenne soin de nous. Et ça s'arrête à peu près là. Chez nous, comme on a des activités très complexes, on a des métiers très complexes, on a un mental très complexe, cette question prend beaucoup de place dans notre esprit. Mais elle est beaucoup plus simple que ça. Et en vous racontant ça, je pense à une fois où j'étais au Tibet. Et je suis allé recevoir les enseignements, les initiations plutôt d'un lama tibétain, et j'avais marché 1 journée et demie pour aller à la rencontre de ce lama qui était un grand yogi, un grand chaman. Et quand je l'ai rencontré, il était tout seul dans sa grotte, là aussi tous les signes extérieurs du bonheur, c'est-à-dire qu'il était léger, détaché, dans l'instant présent, dans une joie communicative. Et puis, moi j'avais 25 ans à l'époque, j'ai commencé à lui poser des questions, et on était simplement 3 dans la grotte. Il y avait ce chaman, il y avait un interprète qui parlait tibétain et anglais, et moi qui essayais de me débrouiller en anglais pour lui partager la complexité de mon mental. Donc ça donnait quelque chose comme « Yes, I want to be free, but a part of me feel not free, but I want to do that, but a part of me don't arrive to do that ». C'était quelque chose d'assez catastrophique. Et puis le lama, ça ne le dérangeait pas, il buvait son lait, puis de temps en temps, il posait la question à l'interprète en disant « Qu'est-ce qu'il dit, le blanc ?» Et le moine répondait en une phrase qui devait dire quelque chose à peu près comme « Rien de spécial, il fait du bruit avec sa bouche ». Et donc moi j'étais très, très frustré à l'époque parce que j'avais un ego comme ça et je voulais recevoir une initiation, j'avais fait 8000 km pour ça, je voulais recevoir un mantra, une pratique ésotérique, quelque chose. Et au bout de 10 minutes où j'étais à peu près à bout d'arguments, lui qui continuait à boire son lait de jument, il m'a fait venir ici, il m'a dit ok. Et puis il m'a posé mon front contre son front et il m'a juste dit droit dans les yeux « Just be like a kid ». Je me suis dit, ça y est, j'ai mon mantra, just be like it. Hein? Et puis, il a fallu que l'interprète me le redise, just be like a kid. Hein? Sois juste comme un enfant. Et moi qui m'attendais à avoir une pratique ésotérique
quelque part, j'étais un peu déçu. Et je vous parle de ça presque 40 ans après. Aujourd'hui, je commence à toucher la quintessence de l'enseignement en disant tout ce chemin de passer des années avec les maîtres tibétains, avec les lamas, avec les chamans d'Arizona, d'Amazonie, tout ça pour revenir à la simplicité de l'enfant qui s'émerveille en regardant le coucher du soleil, qui s'émerveille en voyant sa maman rire, qui rit aux éclats, qui pleure aussi aux éclats. Hein, vous avez regardé les enfants quand on fait « coucou, coucou », on peut le faire 5 fois de suite ils vont rire. Hein. Mais si vous faites ça à un adulte, « coucou, coucou », c'est quoi le concept? C'est quoi, pourquoi ça t'amuse? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, hein? Le fameux pourquoi. Et dès qu'on se pose la question du pourquoi, pour moi, on est coupé de notre puissance et on est coupé de notre véritable nature. Et des fois, c'est tout un chemin pour revenir. Vous savez, quelqu'un me disait dernièrement, j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai dit, c'est plutôt bon signe, puisque de toute façon, la vie, c'est un cycle, donc tu tournes en rond, ça veut dire que tu vas toujours passer, comme la roue de médecine, printemps, été, automne, hiver, hein, matin, midi, soir et nuit, la naissance, l'adolescence, l'âge adulte et le troisième âge. En permanence, on a des cycles comme ça, et donc c'est naturel de tourner en rond. Mais se poser cette question de faire tout un grand cycle pour redevenir comme des enfants. Et ce que j'ai envie de vous transmettre cet après-midi, c'est quelque chose de vraiment simple, mais de tellement simple que pour nous, on se dit « Attends, je n'ai pas fait arriver jusqu'à Arcachon pour qu'on me dise c'est aussi simple que ça ». Parce qu'on a un mental compliqué. L'être humain est un être tricérébral, hein, 3 intelligences. Et la première de ces intelligences, c'est notre intelligence vitale, notre capacité à trouver de la nourriture, notre capacité à sentir qui est bon pour nous, à sentir quel lieu de vie est bon pour nous, c'est vraiment l'intelligence vitale qu'ont tous les animaux sur la planète. Hein, tous les animaux, le moulin, il est situé sur le vol des oies sauvages. Et au moment du début du printemps et à la fin de l'automne, je vois les oies passer, mais c'est des centaines ou des milliers d'individus qui passent. Et croyez pas que les oies se retrouvent en se disant « Alors cette année, on fait quoi, 21 septembre ?» Non, c'est un peu tard, on va plutôt partir le 18. « Ah non, moi ça m'arrange pas, c'est... » Non. Spontanément, les oies savent. Hein, j'ai des ruches au moulin, je passe du temps à les regarder. Spontanément, les abeilles savent quel rôle jouer dans la ruche. Et elles vont jouer alternativement dans leur vie. Elles vont jouer alternativement d'être les bâtisseuses, d'être les gardiennes, d'être les protectrices, s'occuper des couvains, etc. Tout, elles savent naturellement. Et tout le peuple animal, naturellement, sait, comme le peuple végétal. Cette première intelligence, elle est située dans notre abdomen. Je sais. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Ce qui me fait dire « j'ai envie ». C'est pas raisonnable. Oui, mais j'ai envie. Hein, j'ai envie d'aller là. J'ai envie de continuer ça. J'ai envie de... Et quand on écoute cette intelligence du cœur, alors on peut rire beaucoup plus. On peut pleurer des fois, on est hors norme. Certains vont nous dire « oui, mais quand même, pour qui il se prend ? Oui, mais quand même, qu'est-ce qu'il fait ?» hein. C'est la deuxième intelligence, l'intelligence du cœur. Je sens. Première intelligence, je sais. Deuxième intelligence, je sens. Et troisième intelligence, qui des fois prend beaucoup de place, c'est l'intelligence mentale, intellectuelle, qui nous permet, depuis l'école, de faire des équations, de comparer, de diviser, d'analyser, de mesurer, de faire référence à. Et cette intelligence, plus elle est nourrie, plus l'intellect arrive à prendre de la place, plus les deux autres se dévitalisent. Et c'est terrible parce que notre apprentissage scolaire, on remplit surtout cette intelligence. Aujourd'hui, les leaders de ce monde, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont le cœur le plus ouvert ou parce qu'ils sont le plus habiles ou le plus souples, c'est parce qu'ils ont une tête pleine. Et cette tête qui a été remplie de concepts, il faut, on doit, ça se fait pas, je crois, comment tu le sais, où tu l'as lu, ça se fait pas, lui il fait différemment. Plus elle prend de place, plus on se coupe de notre nature. Et il n'y a pas pour moi une intelligence qui est supérieure à une autre, il y a un équilibre, je sais, je sens, je crois. On peut croire en Dieu, par exemple.
hein. Et puis, on peut savoir Dieu. Hein, l'anthropologue ou l'historien peut très bien connaître l'histoire des religions quand le moine analphabète, le yogi analphabète, lui, a pu faire l'expérience du divin. Plus on va écouter et harmoniser ces trois intelligences, plus on va vivre non seulement en paix, mais en joie. Et vous voyez, c'est drôle parce que j'arrive peut-être à l'automne de ma vie, on va dire ça, et donc dans une période de transmission. Et quand je regarde le chemin fait, la chance que j'ai eue, c'est surtout d'écouter mon cœur avant tout. J'étais pas un très bon élève à l'école, j'ai été viré de l'école à 15 ans, et quand ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Comme j'étais quelqu'un de très timide, j'étais tétanisé dès qu'on me demandait mon avis, je rougissais, j'étais très introverti et très timide, et je venais de découvrir 6 mois avant le théâtre, qui était la seule chose où d'un seul coup je commençais à m'amuser. Et donc quand ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» J'ai répondu « Du théâtre. Hein » Et elle a eu cette phrase, je la remercie encore des années après, « On ne peut pas t'aider, mais tant que tu prendras du plaisir à faire ce que tu fais, ça devrait aller pour toi. » Et je vous assure que dans ma vie, je n'ai fonctionné que par le plaisir. Alors j'entends déjà les bulles mentales disant « C'est facile, tu n'as pas ces problèmes-là, tu n'as pas ces problèmes-là. » Parce que c'est plus fin, c'est pas vrai. Oui, mais toi, tu as eu de la chance. Non, j'ai simplement fait confiance très tôt à mon cœur qui profondément savait. Et quand je regarde aujourd'hui, je reviens de Mongolie, j'ai été invité, j'en revenais pas moi-même, à représenter l'Europe à un festival de chamanisme. Et quand je suis arrivé là-bas, que j'ai vu le tapis rouge qu'on me dressait, je me disais, mais qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Et en fait, il n'y a eu aucune stratégie. Je n'ai fait que marcher sur mon chemin. Marcher là où ça m'appelait, là où ça m'invitait. Ce que tous les enfants savent faire, mais ce que beaucoup d'adultes se coupent en se disant « si c'était si facile, ça se saurait hein ». Et quand je regarde même tous les événements qui me sont arrivés, si je prends par exemple, ma mère était maniaco-dépressive, elle a passé la moitié de sa vie en psychiatrie, et mon père était hyper pragmatique, très matérialiste, très cartésien. Hein, aucune spiritualité. Et ma mère, elle, était connectée aux signes, à l'invisible, elle voyait des anges, elle voyait des signes partout. Et moi, je les voyais tous les deux vivre en me disant comment deux êtres aussi différents peuvent vivre ensemble. Et derrière ça, il y avait une autre question. Comment je peux vivre avec ces deux parties totalement différentes, totalement opposées? Et toute ma vie, je n'ai fait que rassembler ces deux pôles, la capacité à élever notre esprit, la capacité à être ancré et enraciné. Et tous les événements, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans, j'ai fait une ENDE, une expérience de mort imminente. Sur le coup, je me suis dit pourquoi il m'arrive ça, j'ai failli mourir, mais ça a été les premiers pas de ma vie spirituelle. Je suis tombé malade quand j'avais 25 ans, j'ai passé 1 an sans pouvoir travailler. Quand je regarde avec le recul, c'est là que je me suis intéressé à la médecine tibétaine, à la médecine ayurvédique, à la médecine chinoise. Ça a été une voie pour ça. Et tous les événements, chocs, tous les obstacles qui me sont arrivés, à chaque fois, ça a été des opportunités pour ouvrir quelque chose. Et quand je regarde, à aucun moment j'ai voulu être chaman, je suis toujours très étonné parce que surtout quand je vais en Mongolie, on me présente comme le chaman français, ou même des fois les journalistes m'appellent en me disant en tant que spécialiste du chamanisme en France, et je suis toujours surpris, qui est moi je ne fais que marcher sur mon chemin. La chance que j'ai, c'est de ne pas être coupé de mon cœur. Hein, et donc d'écouter ce que dit mon cœur. Et il y a finalement, quand on suit ça, quelque chose de très très naturel, parce qu'on ne contredit pas l'ordre naturel des choses. Je crois profondément, c'est vraiment une conviction, que quand on arrive sur la Terre, on a une direction. Je ne vais pas dire un plan, je ne vais pas dire un chemin tout tracé, mais on a une direction qu'on prend. Cette direction, ça peut être 1000 directions. Ça peut être d'apprendre à vivre dans l'abondance en étant généreux. Ça peut être apprendre à pacifier sa dimension féminine et sa dimension masculine. Ça peut être développer un amour de soi. Ça peut être
prendre du soin des enfants, ça peut être prendre soin de la terre. Il y a 1000 opportunités. Et profondément, on le sait. Si vous avez un doute, vous pouvez faire une chose très simple. Vous posez votre main sur le cœur et vous vous dites profondément pourquoi je suis là. Et si vous posez la question, naturellement, vous allez avoir la réponse. Notre cœur sait. C'est vraiment la partie de nous qui est connectée et qui sait. Encore faut-il l'écouter. Et quand je regarde toutes les rencontres qui ont eu lieu sur mon chemin, j'ai eu la chance de passer du temps, 15 ans, avec les lamas tibétains, j'ai passé du temps avec les chamans de Mongolie, avec les chamans d'Amazonie. À chaque fois, ça a été juste faire confiance dans quelque chose qui nous dépasse. À chaque fois que j'ai voulu mettre de la stratégie, ça ne marchait pas. Je vous donne un exemple très concret. Un jour, je vais en Norvège. Et je passe 15 jours en Norvège et je fais le vœu avec ma compagne. J'ai dit, on va faire une chose, c'est qu'on réservera notre hôtel passé 20 heures. On va faire confiance sur le fait qu'on trouvera toujours une chambre hôtel, un Airbnb, une chambre d'hôte, quelque chose. On va faire confiance. Et premier jour, crac, on va dans un restaurant, je pose la question à la serveuse, ah bah vous tombez bien justement, tchac. Deuxième jour, on tombe, on trouve là. Troisième jour, à chaque fois, on trouve une bonne circonstance. Une fois, on arrive dans une grande ville, et là, je doute. Je doute. Je me dis, oui, mais là, c'est une grande ville, ça ne marche pas. Pour les petites villes, c'est facile, mais les grandes villes, ça ne marche pas. Les limites, les croyances limitantes. C'est plus prudent de réserver. On va regarder sur Internet, on va regarder sur le guide du routard, on va regarder sur Lonely Planet, on va commencer à demander, et là, je téléphone, un premier hôtel complet, deuxième complet, troisième complet. Je commence à avoir peur de me dire où est-ce que je vais dormir. Et puis on commence à 17h à chercher une chambre d'hôtel. J'arrive dans un magnifique espace, je demande est-ce qu'il vous reste des chambres? Ah non, il n'y en a plus. Et on continue, on se retrouve au dîner, on n'a toujours pas de lieu pour dormir le soir. Et puis on reprend la voiture et à un moment donné, je m'arrête à un rond-point et je me pose là et je dis ok, c'est bon, je fais confiance, je prends la première opportunité qu'on me donne, elle est bonne. Mais 30 secondes après, il y a une voiture qui s'arrête. Il y a un petit monsieur claudiquant qui vient me voir en me disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Je cherche une chambre d'hôtel. » Il me dit « Sur le rond-point ?» Vous avez beaucoup d'humour. Je lui dis « Non, mais le rond-point va m'indiquer la route. » Il me dit « Suivez-moi. » Et il me suit. Je lui dis à ma compagne, je dis « Tu vois, ça marche, il suffit de suivre, de faire confiance. » Et il nous ramène au premier hôtel où j'étais allé. Et là, le mental dit tu vois, c'est pas si facile. Si c'était facile, ça se saurait. La loi d'abondance, la loi d'attraction, ça marche pas. Il va demander et tu vas voir que ça va pas marcher. Et le type demande et la femme lui répond ah, vous avez de la chance, il y a une chambre qui vient de se libérer. Et comme il est un peu tard, c'est la suite nuptiale, on vous la fait à moitié prix. Et je regarde ce type et je suis tellement estomaqué, tellement ébahi de voir ça. Je me dis mais vous êtes qui? Et il regarde là-haut, il me fait « Je viens de là-haut » et il s'en va. Et il nous laisse tous les deux comme ça, avec toujours ce cœur qui se dit « Mais bien sûr, dans ta vie, regarde, ça s'est toujours passé comme ça. » Et le mental qui se dit « Oui, mais quand même, c'est un peu bizarre, c'est pas... » etc. Des exemples comme ça, il y en a plein. Quand j'ai réalisé le film Etugen, qui l'a vu dans le... Ah, ça vous a plu? Je suis allé à la rencontre de chamans maoris, de chamans japonais, de chamans mongols, et j'avais passé beaucoup de temps avec les Tibétains, mais comme j'avais plus de lien tellement avec eux, j'avais pu garder les 06, le numéro de téléphone. Et donc je me dis, ça serait quand même bien que j'interviewe un lama tibétain dans le film, quand même, avec le lien que j'ai avec eux. Et je n'ai pas gardé les numéros, et j'aimerais, tant qu'à faire, un lama qui établisse les liens entre le chamanisme et le bouddhisme. Avec ça, allons-y. Et l'après-midi, j'allais faire une conférence à Montpellier, mon adjointe me réserve mon billet, elle me dit « Tiens, je t'ai avancé un peu ton billet, tu ne prends pas le train de 14h, tu prends le train de midi et demi. » Pourquoi? Oh, c'était plus facile, ok. J'arrive dans le train, je suis avec mon tambour, je pose mon tambour sur le compartiment à bagages, et là, j'entends une grosse voix qui fait « Oh, shamanic drum !» Et je regarde, je vois un gros lama avec sa robe safran qui me regarde avec un grand sourire. Et tu sais, comme une apparition. Et je dis, mais vous êtes qui? Et puis il éclate de rire et son adjointe qui était là, son interprète, me dit, bah, c'est Rinpoche, qui est un grand lama tibétain qui vient en France pour une cérémonie. C'est lui qui établit les liens entre le chamanisme et le bouddhisme. Ah, je lui dis, mais
It is incredible because... Je sais pas pourquoi ça fait toujours rire quand je parle anglais. Because this morning I thought about you and you are in front of me. Et il me répond, it's not incredible, it's karma. Karma. Et d'un seul coup, je me dis, mais oui, c'est ça le karma. Le karma, c'est aussi de faire confiance dans ce qui doit être. Ça ne veut pas dire, il y a une loi. Souvent, on me pose la question, tu crois au karma? Sous-entendu, il y a une loi ou un être dans les étoiles tellement plus fort qui sait ce qu'on doit vivre comme une évidence. Non, c'est pas ça. Faire le karma, c'est juste comprendre que chaque cause produit un effet, chaque effet vient d'une cause. Et comme nous sommes tous interconnectés, un peu comme les arbres d'une même forêt ou les feuilles d'un même arbre, tout ce qu'on va poser comme intention va avoir une incidence. Je me souviens quand j'étais gamin, quand j'avais entendu ça, les battements d'ailes, peut-être vous avez entendu ça, les battements d'ailes d'un papillon dans un pays d'Amérique du Nord va avoir des répercussions jusque dans l'Amérique du Sud. Et profondément, mon cœur disait ouais, je sens que c'est vrai. C'est exactement la même chose. Quand on va vers quelque chose qui nous tient à cœur, la grande difficulté du mental, c'est qu'il se dit « par où je vais passer ?» Et dès qu'il dit « par où je vais passer », ça veut dire qu'il se limite à ce qu'il connaît, à ce qu'il a déjà expérimenté et à ce qu'il ne va pas le bouger de son confort. À partir du moment où il dit « je vais dans cette direction-là », j'y vais franchement, le cœur, le corps y vont. Par où tu vas ? Je verrai. C'est à la 7e marche que je verrai quelle est la 8e. Mais ce n'est pas à la première. Et nous, ce qui se passe, c'est que souvent, on attend d'être à la première pour savoir quelles vont être les suivantes. Moi, j'ai un proverbe, c'est « je tire et puis je vise après ». Autrement dit, je prends une direction et j'ajuste. Mais je n'attends pas d'avoir tout mon plan dans la tête pour commencer à faire le premier pas. Quand j'ai réalisé Etugen, ce film pour le cinéma, dans un premier temps, on est allé uniquement en Mongolie. C'est né comment, le film ? J'étais dans une soirée, je partais en Mongolie 15 jours après pour une autre cérémonie, et j'ai ma voisine de gauche qui fait « Ah, tu vas en Mongolie ? Tu prends une caméra, j'espère. » Et à ce moment-là, je me dis « Tilt, caméra. » C'est pas l'iPhone, il faut y aller avec une équipe de cinéma. Le lendemain matin, j'appelle un ami réalisateur, Marc de la Ménardière, qui est un ami, et je lui dis « Tiens, est-ce que tu connaîtrais un réalisateur qui pourrait partir avec moi ?» Il me dit « Tiens, appelle Maude Beignière, c'est une réalisatrice, je suis sûr que tu vas t'entendre avec elle. » Tac, tac, on tricote. J'arrive, j'appelle Maude Beignière, qui me dit « Ok, allons-y, on déjeune ensemble, et on se retrouve au déjeuner. » Je lui raconte mon histoire, elle me dit « C'est drôle quand même que tu m'appelles maintenant. » Parce que j'avais un projet de faire un film sur le chamanisme. Et je me demandais qui pouvait parler du chamanisme en France. J'avais pensé à toi. Donc à un moment ou à un autre, je t'aurais appelé. Dieu se moque bien de nos plans. Vous avez remarqué ? On déjeune ensemble. 15 jours après, on est en Mongolie avec toute l'équipe. On avait juste prévu, parce que je n'avais pas de producteur, je n'avais pas de financement, je n'avais pas de synopsis, pas de scénario, juste l'envie de prendre une direction. Et arrivé en Mongolie, on tourne en Mongolie, on a des rushs magnifiques. Au bout de 15 jours de tournage, on revient en France, on devait s'arrêter là, le film ne devait se tourner qu'en Mongolie. Puis je lui dis quand même, c'est ballot, on a commencé, maintenant on s'entend bien, on pourrait continuer. Ok, alors on va tourner dans l'autre berceau du chamanisme, l'Amazonie. Et je commence à organiser tout pour partir en Amazonie, ce qui est très compliqué, parce qu'emmener des caméras en Amazonie, c'est très difficile pour l'humidité. Il faut avoir les autorisations du gouvernement qui doit avoir les autorisations de la FUNAI. Pour ça, il faut avoir un producteur brésilien. Je trouve un producteur brésilien qui me dit « D'accord, mais il faut des techniciens brésiliens. » Je trouve des techniciens brésiliens. Tout est prêt pour partir. Et 3 jours avant le départ, je me dis « Je ne sais pas pourquoi, je sens que je ne vais pas pouvoir partir. » Et effectivement, 3 jours après, c'était le Covid, le fameux confinement. On se retrouve tous confinés. Je me dis, mon Dieu, 6 mois de préparation, et là, ça ne se fait pas. Et le mental, toujours, qui n'attend que ça pour réveiller, pour se dire, ah, tu vois, je te l'avais dit, ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué, il faut d'abord faire des projets, Tais-toi ! Vous savez, il y a un livre magnifique, j'adore, un livre qui s'appelle « Plus malin que le diable ». Peut-être que vous avez lu ce livre-là, je vous encourage à le lire, Napoléon Hill. À un moment donné, l'auteur invite le diable et il a un entretien avec lui, puisque quand on convoque le diable nous répond à nos questions. Il dit « Est-ce que tu existes ?» « Oui, j'existe. »
Qu'est-ce que tu peux faire aux gens? Je les fais douter, je les fais moins s'aimer. Ok. Quelle est ta porte d'entrée? Question magnifique. Par où tu rentres chez les gens? La réponse du diable? Par le glissement. Le glissement. Vous voyez, c'est le moment où je me dis, allez, on a fait le forum, c'est quoi le bonheur pour vous? Demain matin, tous les jours, je vais faire 5 minutes de méditation. C'est bien. Puis je fais ça 2 jours. Puis le 3e jour, on se dit, oh, on attendra, c'est dimanche, on fera lundi plutôt. Hein? Je décide d'aller courir un peu, puis au bout de 3 jours, on dit, c'est bon, t'as assez couru, c'est pas la peine, il fait chaud, va plutôt manger une glace. C'est très bon, les glaces, elles sont très bonnes ici d'ailleurs au passage, mais le tout, c'est qui a décidé de manger cette glace? Qui a décidé de suivre ce repas? Qui a décidé de choisir ce métier? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le corps? Et plus on va avoir l'honnêteté simplement de se dire, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Parce qu'on ne va pas être tout seul sous le chapeau, il va y avoir plusieurs réponses. Et quand j'ai fait ce film, oui, il y avait cette question, la tête qui dit, oui, mais il faut un scénario, il faut un synopsis, il te faut un coproducteur, il te faut un montage financier, un budget prévisionnel, un truc, un machin, et le cœur qui était déjà parti avec la caméra qui commençait à tourner. Hein? Plus on va écouter le cœur, c'est tellement simple ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai, plus on va écouter le cœur, plus on va suivre le corps, plus on va être dans cet alignement corps, cœur, esprit, je sais, je sens, je crois, qui nous maintient en paix. Et souvent les gens me posent la question en disant, oui, moi je ne suis pas habitué à m'écouter, qu'est-ce que je peux avoir comme indice objectif pour m'écouter? Ah, moi je les cherche ces indices, j'en ai trouvé quelques-uns, je les partage avec vous. Le premier, la santé. On est en bonne santé. Quand on est aligné, on n'a aucune raison d'être malade. On est en bonne santé. Notre système respiratoire fonctionne bien parce qu'on inspire la vie, on expire la vie à plein poumon. Notre système digestif fonctionne bien parce qu'on arrive bien à digérer aussi bien les événements que la nourriture. Notre système nerveux fonctionne bien parce qu'on est calme. Donc on est en bonne santé. Deuxième indice, on a de l'énergie. On se réveille le matin, on se dit « Ah, chouette, on y va !» En Mongolie, j'étais surpris de ça. Je dormais entre 2 heures et 3 heures par nuit. C'est pas mon rythme, hein. D'habitude, j'ai besoin de plus que ça. Et mon mental se disait « Tu vas voir, tu vas être fatigué, tu ne couches pas trop tard. » Mais comme on était avec les chamans et qu'on commençait à jouer du tambour à 4 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, c'est pas l'inverse, hein. De 4 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, c'est-à-dire 22 heures d'affilée, le mental se disait « Oui, mais on va être fatigué. » Mais le corps, lui, se disait « Tais-toi, allez, on n'a plus besoin. » Et ça allait tellement vite qu'à un moment donné où le mental, il est déconnecté. Hein. Donc, premier indice, on est en bonne santé. Deuxième indice, on a de l'énergie. Et j'ai été vraiment surpris, les chamans que vous voyez derrière qui apparaissent, ils sont partis avec grand-mère Shinji Sayengat pour l'hiver dernier pour méditer pendant 21 jours. Hein, à moins 20 ou moins 30 degrés, en chamanisant toute la journée pour appeler les ancêtres et appeler les esprits. Et là aussi, on a ce truc, ils vont avoir froid, ils vont avoir faim, ils vont avoir, etc. On a cette capacité, quand on est en bonne santé. 2, on a de l'énergie. 3, nos émotions, les fameuses émotions, d'une façon générale, on est quand même dominé par la joie. On peut être en colère, on peut être triste, c'est normal, ça fait partie tout le temps, ça fait dans nos émotions, on a besoin, je crois que vous avez eu une conférence sur les émotions, on a besoin d'exprimer ces émotions, mais les émotions, ça dure combien de temps? C'est quoi la différence entre une émotion et un sentiment? Sa durée de vie. Hein. Une émotion, ça dure entre 15 secondes et 1 minute 30 maxi. Si je suis vraiment en colère, ah, je suis en colère, c'est pas ça que j'avais prévu, il m'a marché sur le pied, je suis en colère de ça. Si on me laisse exprimer mon émotion, 40 secondes, il n'y a plus rien. La tristesse, si j'exprime ma tristesse et qu'il n'y a personne pour me dire « pleure pas, ça ne sert à rien », au bout de 40 secondes, c'est bon, c'est passé à autre chose. Comme l'enfant, on en revient à ça, « just be like a kid ». L'enfant qui d'un seul coup, on lui a cassé son jouet, il est triste, « tiens, regarde, j'ai trouvé une glace ». Ah, super, il est passé à autre chose. Et puis il a fait tomber, ah là, j'ai tombé. Nous, ce qui se passe, c'est que la tête tout de suite va intervenir en disant « ça ne se fait pas d'être en colère ». Être en colère, c'est être violent. Sois pas triste, ça ne sert à rien. Donc on va en permanence parasiter nos émotions. Premier indice, on est en bonne santé. Deuxième indice, on a de l'énergie. Troisième indice,
On a des émotions, globalement, comme un enfant. On rit, on pleure, tout va bien. Quatrième indice, on a des relations relativement harmonieuses avec les gens qu'on rencontre. Pas seulement, en marchant, j'observe beaucoup. Vous savez, les chamans, ils regardent beaucoup. Et je regardais les terrasses de café et je me disais, tiens, pourquoi certaines terrasses de café sur le bord d'Arcachon, certaines sont pleines et d'autres sont vides, hein? Et donc je prenais le temps d'observer les serveurs. Est-ce qu'ils sont dans leur mission de vie, hein? C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent soin? Et il y a une terrasse où je suis approché et j'ai eu un échange de regards simplement avec le serveur. Hop, ça m'a interpellé, j'ai regardé la carte, il a eu quelques mots gentils, je me suis assis, j'ai déjeuné, super. Et puis dans la terrasse d'à côté, je dis, ah, c'est pas ça que je t'ai dit, il faut faire ça, etc. Je me suis dit, ok, c'est pas ce qu'on vibre, hein. Ce qui fait aujourd'hui la qualité de cette mission de vie, qu'on peut appeler vocation, c'est pas le métier qu'on fait, hein. Souvent, à la fin d'un colloque comme ça, ou d'un stage, les gens se disent « Ça y est, j'ai trouvé ma vocation. Je vais faire des forums et des colloques sur le bien-être. » Ok, c'est super, mais si tout le monde fait ça, qui va réparer les voitures? Qui va s'occuper des enfants? Qui va préparer à manger? En fait, ce n'est pas le métier qui va faire notre vocation. Ce n'est pas le métier, c'est l'intention qu'on a pour. Et si je prends la cuisine, par exemple, je peux faire la cuisine en disant, ah, c'est ça, moi je fais la cuisine, et puis pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de regarder un forum, ils ont bien de la chance, moi ça ne va pas pour moi. Donc en me plaignant, en critiquant, etc. Je peux aussi faire la cuisine en disant, écoute, ça me fait du bien, ça me détend. Il y a des choses qu'on fait, des fois ça nous détend, ça me fait du bien. Je peux aussi faire la cuisine en disant, tu vois, les gens, ils vont venir manger ici. Ils vont se sentir bien. Je vais commencer à prendre soin des autres. Quatrième motivation, la première, je n'ai pas de motivation du tout, ça m'ennuie. La deuxième, je le fais parce que ça me fait du bien. La troisième, je le fais parce que ça fait du bien à l'autre. La quatrième, qui est la dimension la plus élevée, je me laisse habiter par le divin, par ma vocation, pour offrir au monde. Et là, quand on est dans cette dimension-là, alors on n'est pas fatigué. Et nos relations, naturellement, sont harmonieuses, fructueuses, positives, etc. Et cinquième, dernier indice, premier, la maladie, mauvaise santé, deuxième, manque d'énergie, troisième, enfin plutôt on dit en positif, première, on est en bonne santé, deuxième, on a de l'énergie, troisième, on a des émotions positives, quatrième, des relations positives, et cinquième, il y a une fluidité, c'est facile, on veut y aller, on se dit oh, je vais y aller en train, paf, on arrive, le train arrive, c'est fluide. Et ces 5 indices, quand à un moment donné, on n'est plus à notre place, un peu comme un poisson qui serait dans un arbre, ou comme je ne sais pas quel exemple donner, mais quelqu'un qui n'est pas à sa place, à la place qu'il a choisie. Premier indice, c'est qu'on va commencer à avoir moins d'énergie. On n'est plus fatigué, on se dit, allez, il faut y aller, comment ça va? Oh, tu sais, comme un lundi. Et puis, on est contrarié de ça, on a de moins en moins d'énergie. Ensuite, ce qui se passe, c'est que nos relations deviennent de plus en plus conflictuelles. Pas seulement avec les gens qu'on connaît, mais quand on se gare quelque part, etc., on s'engueule avec les uns les autres. Troisième indice, il n'y a pas de fluidité. On veut y aller, clac, on se casse le talon. On veut y aller encore, on casse la serrure dans le truc. C'est pas fluide. C'est autant d'indices qui nous disent hey, réajuste quelque chose. Quoi? Écoute-toi, tu vas le savoir. Quatrième indice, nos relations sont conflictuelles. Et cinquième indice, on finit par être en mauvaise santé. Parce que souvent, on nous dit, c'est bien d'écouter son corps. Je suis d'accord avec ça, mais la communication, c'est toujours à double sens. C'est bien d'écouter son corps, mais c'est bien de savoir qu'est-ce qu'on dit à notre corps. Et si on a tendance à lui dire, t'arriveras pas, t'es pas capable, hein, tu tiendras pas le coup, ou alors il faut que tu en fasses beaucoup pour te faire aimer, etc. On va conditionner notre corps. Ces 5 indices, la santé, l'énergie, les émotions, les relations et la fluidité, pour moi, c'est comme un baromètre. C'est ce qui fait que quand il y a quelque chose qui n'est pas très fluide, je me dis, OK, est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire? Et là, j'en reviens à cette fameuse vocation. Qu'est-ce qui, profondément, hein, des gens viennent me voir régulièrement en stage, je cherche ma mission de vie. C'est quoi notre mission de vie? C'est ce qui nous amuse, ce qu'on a plaisir à faire, ce qu'on fait avec facilité et généralement avec talent, sans se dire « oui, mais ça, c'est pas un métier ».
Hein, j'ai une femme qui est venue me voir un jour. Elle, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu aimes faire ?» Je sais pas. Mais elle cherchait son métier, elle n'arrivait pas. Elle avait fait plein de bilans de compétences, elle ne trouvait pas. J'ai dit « Il y a bien un truc qui te fait kiffer quand même. À part coiffer mon chihuahua, je vois pas. » Ah, j'ai dit « On a peut-être une piste. Hein, t'aimes bien coiffer ton chihuahua ? Ah ouais, je peux y passer des heures. Ok, super. Hein. Et puis, j'ai commencé à creuser. Comment tu t'y prends ? Eh ben, je m'y prends comme ça parce que les chihuahuas, ils sont comme ça, alors que les boxers, ils sont différents, les cockers. Elle a ouvert aujourd'hui un salon de toilettage pour chiens. Elle kiffe sa vie parce qu'elle adore ça. C'est ce qui lui fait du bien, tout simplement. Et aujourd'hui, quel que soit ce qu'on a envie de faire, et je dis ça pour le métier parce que c'est une vraie interrogation, on y passe du temps, mais ça peut être aussi pour le pays qu'on a envie de visiter, pour les personnes avec qui on a envie de vivre, le lieu de vie où on a envie de vivre. Et vous savez quel est l'autre indice ? Ce qu'on aime vraiment faire, ce qui nous fait kiffer, mais il y en a un autre indice pour savoir ce qui est vraiment juste pour nous. Vous savez ce que c'est ? Hein ? L'abondance, ouais, mais ça c'est la résultante. Ce qui nous fait rire, ouais. Ce qui nous fait le plus peur. Ce qui nous fait le plus peur. Parce que si on a peur, ça veut dire qu'on a envie. Sinon, on laisserait tomber les choses. Donc si vous avez peur, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans une entreprise, vous ennuyez, vous vous dites, ça serait quand même bien que je me mette à mon compte, mais j'ai peur. Plus il y a de peur, moins il y a de désir. Et plus il y a de désir, moins il y a de peur. Donc c'est un entraînement. Celui qui n'a jamais écouté son cœur, au moment où on lui dit ça, il se dit « mais par où je commence pour écouter mon cœur ?» Et donc petit à petit, il va écouter son cœur de plus en plus et ça va devenir quelque chose de complètement naturel. Et c'est aussi bien vrai pour notre métier que c'est vrai pour notre activité, pour les choses qu'on a. Il y a une personne que j'ai rencontrée en Mongolie, elle venait du sud de la France en vélo, en vélo. Je lui dis, mais combien de temps t'es parti ? Elle me dit, ça fait 7 mois et demi que je suis parti. Moi, ça me semblait complètement... Je lui dis, mais comment tu fais pour... Elle me dit, j'arrive le soir et puis je vais dormir chez les gens. Je rencontre toujours quelqu'un. Je reviens à mon anecdote de la Norvège. La différence entre elle et moi, c'est qu'elle avait la croyance que toujours où elle allait, elle trouverait de quoi dormir. J'ai des amis, peut-être vous connaissez, qui ont fait ce documentaire magnifique, Nu et culotté. C'est un documentaire exceptionnel, vous pouvez le regarder. Leur concept est tellement simple, on part nu au milieu d'un champ pour aller voir notre rêve. Et donc, ils vont comme ça, ils sont allés faire le tour du monde, ils sont allés partout. Et puis, l'un des deux personnages, je suis allé le voir chez lui, il venait d'acheter une propriété magnifique. Et je lui ai demandé comment il a fait pour acheter sa maison. Et initialement, il a fait quoi ? Comme fait chacun, c'est-à-dire les agences immobilières, les contacts, les petites annonces, et ça ne marchait pas. 3 mois, 4 mois, il n'arrivait pas à trouver, il avait une vision, mais ça ne se trouvait pas. Et un jour, il s'est dit, mais bien sûr, ce qui marche avec moi, ce n'est pas les petites annonces, c'est Nu et culotté. Donc il est parti au milieu d'un champ, il s'est dessapé, il s'est dit, ma recherche de maison part d'ici et maintenant. Est, ouest, sud, nord. Est, allons-y. Et il est parti vers ça. Et il a toqué à une porte. « Bonjour madame !» La femme était estomaquée en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» Et puis « Vous avez un pantalon à me prêter ?»« Oui, je vous prête un pantalon. » Et il raconte l'histoire et la femme éclate de rire en disant « C'est drôle, tiens, il faudrait que vous demandiez au père Thomas, qui vient de vendre sa ferme. Il a une ferme magnifique, c'est à peu près ce que vous recherchez. » Ça s'est fait comme ça. Au moment où on accepte que quelque chose de plus grand que nous, peu importe comment on l'appelle, je ne veux pas mettre de nom, sinon ça y est, ça va encore mettre quelque chose dans la tête, mais qu'on l'appelle le grand esprit, qu'on l'appelle le plan divin, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle, peu importe, quelque chose de plus grand. C'est ça la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est lié à l'esprit, c'est lié au vent, c'est lié à quelque chose de plus grand. Dès lors qu'on est connecté à ça, à ce moment-là, il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Et vous voyez les chamans qui sont derrière, qui consacrent leur vie. En France, tout le monde veut être chaman. En Mongolie,
C'est pire que si tu avais la peste quand on t'apprend que tu es le chaman, parce que ça veut dire que tu vas dédier ta vie, matin, midi et soir, à t'occuper des gens malades, des animaux perdus, etc. Mais pourtant, quand on est dans cette dimension-là, de prendre soin, à ce moment-là, il y a quelque chose de tellement plus fort. Et j'aimerais que vous preniez juste quelques secondes pour se dire, et si c'était vrai? Et si je pouvais simplement faire ce qui me fait du bien, m'autoriser, hein? Non, on veut bien aujourd'hui à se dire, je veux bien développer des qualités ésotériques importantes, je veux bien dire que je suis plus intelligent, que j'ai plus de mémoire, mais dire simplement, je suis plus heureux. Hein? Accepter ça, d'être simplement plus heureux. On va faire une expérience. Vous êtes prêts à faire une expérience? Attention, c'est chaud, je n'avais pas prévenu, mais on va le faire. Ok, mais je crois que vous êtes chaud aussi. L'expérience, c'est l'expérience tellement simple qu'adorent faire les enfants que les adultes, des fois, ils se disent pourquoi on fait ça. Dans nos émotions, c'est de rire. Hein? Mais cette fois-ci, de rire sans raison. Il n'y a aucune raison. Donc simplement, dans un premier temps, détendre la mâchoire. C'est une invitation, chacun le fait. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucun problème. Moi, je ne le ferai pas si je n'ai pas envie de le faire. On ne m'a pas dit que c'était participatif. Je ne le ferai pas. De toute façon, je ne participe pas aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. Simplement, débrider les mâchoires un peu, comme si on bâillait, tu sais. Longtemps, j'ai cru qu'on riait parce qu'on avait des circonstances favorables, et maintenant, je sais que c'est parce qu'on rit qu'on attire les circonstances favorables. Et donc, simplement de détendre les mâchoires, de rire, et puis un petit peu comme quand on tousse. Stop. Et puis alors attention, deuxième étape, c'est de regarder le voisin. Et cette fois-ci... Attention, stop. Dernière étape. Sortez ce miroir invisible que je vous encourage toujours à avoir avec vous pour le regarder et se disant « Putain, il fait chaud, je suis en train de m'aérer. » Ouais. Je crois que vivre sa journée comme si c'était la dernière, hein, si on peut garder cette qualité de rire, alors il y a quelque chose de tellement spontané. Je vous dis comment ça marche dans ma tête, parce que il y a un chronomètre, je vais dire comme est-ce que tu peux mettre un chronomètre? Elle met un chronomètre, puis tout à l'heure j'ai dit on est déjà à 18 minutes, puis après je me suis dit on est déjà à 35 minutes, mais en fait c'est inversé, donc il reste... Je ne comprenais pas pourquoi ça allait en arrière, c'est simplement que le temps est inversé. Il nous reste quelques minutes, si vous avez des questions, ça va être le moment. On va tourner le micro qui se trouve quelque part. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Il fait chaud, hein? Bonsoir. Alors, c'était un peu personnel, mais si vous avez une réponse, de rire comme ça m'a ému aux larmes. Non, je ne sais pas si vous pouvez m'en dire. Oui, parce que, oui, ému aux larmes. Parce que celui qui a souvent de la difficulté à pleurer peut avoir de la difficulté à rire. C'est la même chose. Quand on fait ce yoga du rire, moi je l'ai pratiqué tous les matins pendant 3 mois à 6h30 du matin. Il y a des fois, je me réveillais, je me dis, oh, putain, c'est vraiment... Et il y a des fois, je regardais, je me disais, mais putain, j'arrive pas à rire, ma vie elle est triste, elle est tellement triste, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et c'est un cycle. Plus on rit, plus on sait pleurer, plus on sait pleurer, plus on sait rire. La bonne nouvelle, ça veut dire que le cœur s'ouvre.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Déjà, à vous, merci, parce que franchement, je t'adore. C'est trop kiffant, ça fait 2 fois que je te vois, et franchement, à chaque fois, tu fais le même effet. Donc vraiment, encore merci pour tout ce que tu as dit. Avec plaisir. Je voulais savoir, avant d'avoir parlé de confiance, Ouais. comment faire quand on a cet instinct, on sait, et c'est dur quand même de croire. Magnifique. Tu connais les dernières paroles du Christ sur la croix. Hein? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Tu doutes, petit? T'as plus confiance en toi? Enfin, je veux dire en moi, en lui. Hein? Les dernières paroles du Christ, c'est pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis à un moment donné, que ta volonté soit faite. Et pour moi, le doute, c'est exactement la même chose que la confiance. Si je monte dans un avion en disant il y a des chances qu'on se scratche, non, 0 chance. Sur 1 milliard, 0 chance. Moi, je change d'avion. Hein? Parce que ça veut dire qu'il ne doute pas. En revanche, s'il y a un risque, il va pouvoir se dire je mets le tel levier sur 70, je vérifie le cadran, je fais ça. Mais le courage n'est pas une absence de doute, c'est le fait de vivre avec nos doutes. Tu sais, moi je doute en permanence de tout. De moi, des gens, en permanence. En revanche, cette petite voix, c'est pas elle qui a le micro. Et quand le doute arrive, le doute, il va dire « Oui, mais quand même, tu pourrais faire ça. Tu pourrais comme... » Je lui laisse pas le micro. Parce qu'il dit toujours la même chose. Il répète toujours la même chose. T'es pas capable, tu mérites pas et t'es pas digne. Et comme c'est toujours le même leitmotiv, je me passe de lui. Donc moi, ce que je fais, je l'imagine. Des fois, il faut une image comme ça. Je l'imagine comme un Gremlins. Tu vois le film, les Gremlins. Et je le vois comme ça sur mon épaule. Mais c'est pas lui qui a. Et donc, quelque part, on peut être dans la confiance et dans le doute. Les chamans, ils sont dans cet équilibre du yin et du yang en permanence. C'est-à-dire que le doute n'est pas l'opposé de la foi. Au contraire, de la même façon, le courage n'est pas l'opposé de la lâcheté. La clarté est la continuité de la confusion. Regardez comment ça se passe. Il suffit que je vienne vous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un de finalement assez humble, parce que je viens parmi vous en tongs, donc je suis très naturel, je suis très humble finalement comme personnage. Et là on va se dire, mais pour qui il se prend celui-là? Et si jamais je viens vous voir en vous disant, putain, il y a des fois je me la pète un peu, je me prends un peu pour un chaman, on va se dire, quelle humilité. Le fait d'affirmer son humilité met en lumière notre arrogance. Le fait d'affirmer notre arrogance honore notre humilité. Quelqu'un qui vient me voir... Quelqu'un qui vient me voir en me disant, tu sais, moi je dis toujours la vérité, je me méfie. Quelqu'un qui dit, oui, ça m'arrive de mentir par moments. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aimer toutes ces facettes contradictoires, aussi bien l'ombre que la lumière, et qu'on va piocher dans l'un et dans l'autre, parce que l'un trouve sa source dans l'autre. Merci de ta question. Merci de la réponse. Oui. Tu m'entends? Ouais. J'ai envoyé un mail à ton équipe Ouais. pour participer au tournage. Je devais renvoyer la vidéo. La vidéo n'est pas passée. Je me suis dit, c'est pas grave. J'arrive ici, par hasard, j'apprends que t'es là. Je me permets de te demander, est-ce qu'il reste une place pour le tournage? Alors, pour que je te réponde, il faut juste que je sache quel tournage. Celui au moulin, avec les équipes de tournage. Sur les chroniques du Moulin? La suite, en fait, c'était la première du projet d'après. Comme je tourne à peu près tous les 2 jours, je ne vais pas te donner une réponse. C'est la semaine prochaine? Oui. Eh bien, écoute, c'est complet, mais comme j'adore la façon dont tu te lèves pour poser la question sans micro, bienvenue.
Avec plaisir. Tu enverras un message à Alexandra qui te dira c'est complet. Oui, mais il l'a dit devant 300 personnes, 400 personnes. Là. Oui. Bonjour. Vous avez emmené un tambour. Oui. Vous pouvez y jouer. Alors, comme ça sera là, ça tombe bien, tu vois, c'est synchrone en même temps, parce que on arrive au bout de la conférence, ou de la rencontre, je préfère dire une rencontre. Et on arrive au bout de cette rencontre, et je m'étais dit, tiens, ça peut être bien de terminer par un chant. C'est un chant tibétain tellement simple qui s'appelle la prise de refuge, prendre refuge dans quelque chose de plus grand que nous, que ce soit prendre refuge dans le Bouddha, que ce soit prendre refuge dans la lumière, prendre refuge dans l'amour tout simplement, et se relier à quelque chose qui nous dépasse. Sangye Jodan Jogi Chonamla Janju Barudani Kyabzuchi Nagi Jinso Dipe Namji Drola Benchir Sanje Druparsho. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.